moi je me présente, je m'appelle Johan, je suis maraîcher à la ferme à Fable. C'est une petite ferme qui cultive des légumes sur 1 hectare, on cultive tout à la main. Et comme j'avais dit, là on va pas du tout parler de notre ferme, enfin je vais pas parler de ma ferme parce que l'idée c'est de pas légitimer ma propre pratique. Et donc c'est pas que cet exposé qui est une sorte de connaissance que j'essaie de partager avec vous, des recherches personnelles, ce soit juste une bonne excuse pour dire regardez ce que je fais comme c'est bien, faites comme moi et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc volontairement je parle pas de ce que je fais pour pas influencer vos pratiques. Ensuite, tout ça c'est né du fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de modes de jardinage et qu'on est tous un peu perdus. Et donc l'idée c'était d'essayer de faire quelque chose, cultiver sans méthode. Et mon défi, mon pari, c'est que je peux vous amener à essayer de vous dire je peux réfléchir par moi-même, il faut quelques bases et puis après tout ce qui compte c'est la liberté de réfléchir. Ça va? Donc là on va partir tout de suite sur un petit récapitulatif. Donc ça c'était au précédent épisode. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait juste établi qu'est-ce que c'était la connaissance d'un point de vue pur, vraiment basique. Et donc on était arrivé sur le fait que c'était juste un lien spécifique, unique, singulier, qu'on tissait avec quelque chose qui nous entoure. Et donc créer une connaissance, c'était juste découvrir un nouvel usage à quelque chose qui est autour de nous. On avait vu que ça, c'était une activité banalement humaine, ce qui veut dire, bonne nouvelle, que vous pouvez tous le faire et qu'on peut tous le faire, créer des connaissances, et que donc on peut réfléchir par nous-mêmes. Et on avait également vu que la connaissance sans théorie était possible. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu coincé dans ce truc, on est envahi d'idées. Et donc, on avait vu qu'il était possible d'avoir des connaissances, de créer des connaissances sans théorie. On avait pris l'exemple notamment du boomerang. Ces mecs qui avaient inventé le boomerang et que ça a été un vrai casse-tête pour les mathématiciens de comprendre et de faire les équations pour comment est-ce qu'ils avaient fait pour maîtriser ça. Qui est également une bonne nouvelle pour nous aussi, parce que c'est-à-dire qu'on n'a pas tout le temps besoin de chercher, de demander à Google pour savoir. Ensuite, on avait vu qu'il fallait bien essayer de différencier l'éthique, la politique et la connaissance. Qu'est-ce que nous on veut? Qu'est-ce qui est bien pour la société? Et qu'est-ce qui est l'ordre de juste de l'observation et de la connaissance? Et ensuite, on avait aussi fait toute l'histoire de l'agronomie, en passant par les agricultures sans agronomie. Et on avait remarqué que tout a un sens, toujours, et qu'avant de magnifier le passé, de dire « Oh, les Aztèques, c'est super, ils étaient bien », ou de dire « Oh, nos aïeux, c'était des cons parce qu'ils mettent des pesticides », on allait essayer de comprendre juste sans juger et de voir. Et ensuite, on avait vu la différence entre fonction et fonctionnement. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est super important, j'y tiens. On avait vu la charrue sert en labourant et pas à labourer. Et ça, c'est super important parce que on avait vu qu'avec la charrue, on peut enterrer des graines, retourner l'herbe, tracer des sillons. Et donc, c'était comme dire découper. Ça peut servir à découper de la chair, à découper du papier. La fonction et le mode de fonctionnement de l'outil ne sont pas les mêmes choses. Et on avait aussi vu qu'une technique, elle ne peut pas être bien ou mal. On avait dit découper un petit doigt à une enfant de 6 ans, c'est mal. Découper une enveloppe, c'est moins mal. Mais c'est peut-être bien. Non, je dis ça parce que je me dis, si je dis découper une enveloppe, c'est bien, il y a des gens qui vont dire, mais non, c'est pas bien, c'est du papier. Ouais, voilà. Donc c'est moins mal. Voilà, et ensuite on avait vu qu'il fallait prendre garde au niveau d'abstraction. Vous vous rappelez le fait que le meuble, ça n'existe pas, il existe des meubles, le canapé, mais le meuble en tant que tel n'existe pas. L'insecte n'existe pas, il existe des insectes. Et on avait vu que l'agriculture, ça n'existait pas, et qu'il existait des agricultures. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, c'est sur les sols. Alors je vais aussi vous dire, on ne va pas tout de suite rentrer dans la pratique agricole, on va faire comment est-ce que vous pouvez rencontrer votre sol, observer votre sol, et ce sera les prochains modules, donc sur les plantes et sur les façons culturelles, où on adoptera, une fois qu'on a rencontré son sol, qu'est-ce qu'on peut faire avec, quels sont les outils. Vous voyez, mais là, ça va vraiment être concentré sur comment est-ce qu'on regarde un sol, qu'est-ce que c'est, quelles sont les choses qui s'y passent, et c'est vraiment la science du sol en tant que telle. Et donc là, moi j'ai une question pour vous. Un sol, au niveau de l'abstraction, on est où? Est-ce que ça existe? Le sol? Non. Ouais, vous en doutez, il y a des sols. C'est un peu plus facile à comprendre. Mais du coup, effectivement, on va avoir des sols. Alors j'ai mis... Ah oui, ça c'est...
une citation. Alors, je ne vais peut-être pas vous la lire en entier, je vous la donnerai ceux que ça intéresse en entier, parce que là, il y a plein de choses dedans aussi. Mais c'était juste parce que la science du sol, ça s'appelle la pédologie. Voilà. Et c'est une science à part entière qui est hyper complexe. Et nous, on ne va pas faire ça, parce que déjà, je ne suis pas pédologue. Et parce qu'en plus, moi, je pars du principe que l'agriculture, c'est une science à part entière, qui est différente, où il y a de la botanique dedans, il y a de la pédologie, on étudie les plantes, les cailloux et tout, mais c'est une science qui a son propre, qui est indépendante des autres sciences. Donc du coup, nous, ce qu'on va regarder, c'est comment est-ce que ce que la pédologie a découvert peut nous servir dans la science agricole, qui est différente de la pédologie. Et donc, ça, j'avais mis parce que Mathieu de Dombasle, je ne sais pas si vous connaissez, c'était un aristocrate lorrain qui avait des fermes où il faisait de la betterave, notamment des choses comme ça. Et en fait, lui, il avait à cœur de rappeler ça à ses collègues des villes, aux intellectuels, que l'agriculture, c'est la mère des sciences, c'est la première des sciences, et qu'on ne peut pas lui dire que c'est pas scientifique l'agriculture parce que c'est expérimental. Pendant 1000 ans, ils ont fait des tests, des contre-tests, etc. Et donc, que c'est pas parce qu'elle n'a pas été théorisée, institutionnalisée, qu'on peut dire que c'est pas une science. Et donc, il tenait à ça. Et il disait que l'erreur des intellectuels, c'était toujours de croire que l'agriculture, c'était juste, on plaque les sciences naturelles et c'est une application des sciences naturelles. Donc, quand il y avait la botanique, c'était les botanistes qui disaient « Ah, mais regardez, une plante, ça marche comme ça. Donc, vous, les agriculteurs, si vous faites ça, ça va pousser. » Ensuite, il y a eu les physiciens du sol qui ont dit « Ah, regardez, le sol, c'est comme ça dans les sciences naturelles. Donc, vous, les agriculteurs, vous devez faire ça, puisque vous n'êtes que la pâle copie des sciences naturelles. » Et aujourd'hui, petite pique comme ça, tranquille, de bon matin, aujourd'hui, c'est les microbiologistes qui nous expliquent que le sol, il y a ces microbes et ces animaux dedans, et donc que les agriculteurs doivent faire comme ça. Alors, dans tout, il y a un peu de vrai, mais du coup, pour moi, l'agriculture, et pour lui aussi, et je suis très heureux qu'il existait, cet homme, c'est une science à part entière qui a un peu de science naturelle par-ci par-là, mais de même que la pédologie, la science du sol, s'intéresse à la décomposition des cailloux, c'est quand même pas la géologie, elle n'étudie pas le caillou en tant que tel, mais elle étudie la transformation du caillou, et c'est des sciences indépendantes. Voilà, donc ça, si vous voulez la citation en entière, je peux vous la donner par mail, mais je ne vais pas la lire, sinon ça va être un peu pompeux, mais sachez que cette citation, je l'ai partagée à une conférence à un microbiologiste, et ça ne lui a pas plu du tout. Voilà, là j'ai mis une jolie photo des mains de, je pense que c'est Lorraine, hein, je ne suis pas sûr, avec notre terre, juste pour accompagner. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, le sol. Ça va pour vous? Nickel. Hop. Alors le sol, pour nous, ça va être juste la couche superficielle de la croûte terrestre qui résulte de la décomposition d'une roche-mère. Ça va pour tout le monde, ça? C'est le caillou. Chez nous, souvent, c'est le grès. Et cette décomposition va permettre l'implantation d'êtres vivants, notamment des végétaux, qui eux-mêmes vont faire quelque chose, et c'est ça le sol. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que de manière stricte, le sol, c'est toujours un mélange entre de la matière minérale, donc qui vient du caillou, minéraux, ça va pour tout le monde, et de la matière organique, c'est-à-dire qui vient d'êtres vivants. Ça peut être des feuilles mortes, ça peut être des feuilles vivantes, mais ça peut être aussi du caca, du pipi, tout ce que vous voulez. Donc du coup, on en est là, et s'il n'y a que des minéraux, on est dans la roche, même si c'est des cailloux très petits. Donc ça veut dire que par exemple du sable, ça va être de la roche, mais ça va être de la roche très fragmentée. Et si c'est que de la matière organique, donc que des résidus de vivants, on est par exemple sur de la litière. En forêt, c'est la couche de litière, ou du terreau et tout ça. Mais pour nous, dans ce qui va nous intéresser, au sens strict, aucun des deux n'est un sol. Ce n'est pas parce qu'on marche dessus que ça va être un sol. Le sol, c'est un système complexe où il y a forcément de la matière minérale et de la matière organique qui ont des interactions entre elles. Ensuite, quelque chose qui va être important aussi de comprendre, c'est que le sol, c'est un milieu. Aujourd'hui, souvent, on parle de sol mort, sol vivant. Alors, je vous dis tout de suite, pour moi, ça, dans ce qui va nous intéresser, ça n'a aucun sens. Ça peut avoir un sens dans l'éthique, dans la politique, parce qu'on veut faire passer des images de façon métaphorique pour dire quelque chose. Tout ça, je ne critique pas. Par contre, si on veut juste analyser le sol, l'observer, ça n'a aucun sens. C'est comme dire une maison est vivante ou elle est morte parce qu'il y a plus ou moins de personnes dedans ou parce que les gens sont partis au travail, elle est morte, ça n'a pas de sens. Il y a des êtres vivants dans le sol, mais le sol en tant que tel, c'est un milieu, donc ce n'est pas l'être vivant. Ça va, ça? Et donc,
l'important encore, c'est que ce sol, donc il est issu de la décomposition d'une roche, il y a toujours de la matière minérale, de la matière organique. Ensuite, c'est un milieu qui est une zone de contact entre plusieurs choses, la biosphère, les êtres vivants, l'atmosphère, et puis, c'est quoi la dernière? L'hydrosphère, la circulation de l'eau. Et le sol, c'est une dynamique. Ça aussi, tout de suite, essayez de vous le rentrer bien dans la tête. C'est une dynamique, ça veut dire que c'est en évolution constante. C'est en formation continue, ça fait que changer. Ça a une histoire, ça part d'un point de départ, la roche qui se décompose, et puis ça grandit, ça se développe, et au fur et à mesure que ça se développe, il y a des choses qui font que ça se développe d'une autre façon, puis d'une autre façon, et ça aboutit à quelque chose. Vous voyez? Et donc quand vous regardez votre sol, c'est toujours à un instant T du développement. C'est comme si on regarde une photo de vous à 15 ans, une photo de vous à 20 ans, il y a des choses qui changent, non? Ouais. Merci, vous me rassurez. Peut-être pas, mais... Donc c'est pareil, donc ayez à l'esprit ça, c'est un milieu dynamique, qui bouge tout le temps. Donc vous ne pouvez pas juste dire « mon sol, il est comme ça ». Ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Et cette histoire de votre sol, son développement, c'est ce que les scientifiques ils ont appelé la pédogénèse. Ça veut dire la genèse du sol. Comment le sol, il est créé par quel protagoniste et tout ça. Et donc je vais juste vous lire la définition de la pédogénèse. C'est l'ensemble des phénomènes qui décomposent les roches et qui produisent des sols à leurs dépens. Donc c'est l'ensemble de tout ce qui peut se passer qui va décomposer la roche et qui ensuite va faire que ces choses qui ont été décomposées, elles vont se déplacer puis s'accumuler. Donc là, on a les 3 phénomènes principaux des sols. C'est là, je les ai écrits. C'est la décomposition de substances, que ce soit des substances minérales ou organiques, donc ça peut être le caillou qui est décomposé, ou les feuilles mortes qui tombent, ou les choses comme ça. Ensuite, une fois qu'on a décomposé des substances, vous vous rendez bien compte, on arrive avec des petits bouts plus ou moins petits, il y a des choses qui sont solubles, des choses qui sont plus lourdes, moins lourdes, et bien ces choses-là, elles vont migrer, elles vont bouger, de haut en bas, de gauche à droite, elles vont être remontées par des animaux, ou ça peut être plein de choses. Et la dernière chose, c'est que comme elles bougent, elles peuvent être amenées ou non, soit à disparaître, soit à s'accumuler. Ça va, vous comprenez? Et donc ça, quand on étudie un sol, c'est le plus important. C'est vraiment de comprendre qu'il y a ces phénomènes-là qui se passent, et nous, on va essayer de retracer ces phénomènes-là. On va chercher à savoir qu'est-ce qui se décompose, et après, on va essayer de suivre comment ça s'est décomposé, et on va essayer de suivre comment ça bouge, si ça bouge, et comment ça s'accumule, si ça s'accumule. Et une fois qu'on a cette histoire-là, on peut comprendre comment notre sol, il évolue, et alors interagir avec lui. Vous voyez? C'est tout l'erreur à ne pas confondre, c'est de dire mon sol est sableux, mon sol est argileux. D'ailleurs là, oubliez les concepts, encore une fois, on s'en fout. Il vaut mieux dire mon sol il colle quand il est mouillé, ou il glisse quand il est un peu moins mouillé, que de dire il est argileux ou sableux. Parce que la morphologie du sol, donc dire s'il est sableux, argileux, noir, tout ce que vous voulez, n'a aucune espèce d'importance si vous ne tenez pas compte de son histoire. C'est-à-dire de comment ça s'est fait. Ça va jusque-là? Et donc là, du coup, nous, on va venir passer un peu de temps sur chaque chose pour voir un peu en pratique comment est-ce que ça marche. Donc la première chose, c'est la décomposition de substances. Qu'est-ce qui se décompose? On l'a dit, la roche-mère, le caillou. Ici, vous avez une forme de caillou qui vient de Dordogne. Après, vous inquiétez pas, tout ça, ça va passer. On va voir des trucs plus pratiques. Et chez nous, il y a beaucoup de grès, souvent. La dolomie, ça dépend. Ou des matières organiques. C'est les 2 principales classes de substances qui sont amenées à être décomposées dans un sol. Par quel protagoniste? Ça, c'est moi qui ai choisi, c'est pas un mot scientifique, hein. C'est bon mot. La température, l'eau, le gel, la géochimie, les êtres vivants, le temps. Et on pourrait même découper la température en chaleur. Enfin, voilà, on peut choisir, mais il y a plein de protagonistes. Là, c'est ça qui est important de comprendre. Et ces protagonistes vont altérer, découper la roche-mère ou la matière organique en plus ou moins petits bouts. Par exemple, alors j'avais mis quoi comme... Non, c'est... Là, on va passer à la décomposition de la roche. Pardon, je me suis trompé. Par exemple, pour la roche-mère, un des principaux... Ça se passe en 2 fois. Pardon, j'essaie d'être clair. Ça se passe en 2 mouvements. Le premier mouvement, c'est vous avez le caillou, ça va? Dur, monobloc, hop, et il est là. Et donc la première étape, ça va être de le désagréger, ça va être de le casser
en plus petit, mais toujours assez gros. Et par exemple, dans cette désagrégation, vous avez la température qui peut jouer un rôle. Dans les déserts, le fait que ça varie fortement, la pression à l'intérieur de ce bloc change, et du coup, il va éclater. Je ne sais pas s'il y en a déjà, vous qui ont vu ou entendu ça, vous pouvez voir des vidéos. C'est impressionnant, c'est paf! Et du coup, il y a plein de bouts de roche qui sont projetés au loin. Mais plus proche de nous, pour désagréger la roche-mère, on a les fissures naturelles qui peuvent se faire avec le gel ou des choses comme ça. Et ces fissures, vous avez déjà vu, je suis sûr, en vous baladant ici, les arbres, ils rentrent avec leurs racines. Et en fait, en rentrant avec leurs racines, ils contribuent à fissurer. Et ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a des un peu plus petits bouts, mais toujours gros, vient l'altération. Et l'altération, là, ça va être, on va découper en encore plus petits bouts ces grosses choses. Mais il faut d'abord que ce soit un peu fragmenté pour qu'on puisse faire ça. Et là, dans l'altération, vous avez un agent principal, un protagoniste principal, qui est l'eau. Pourquoi? Parce que ça dissout l'eau. Donc forcément, si vous avez des choses assez petites qui vont rentrer, bah, l'eau va les emmener, va les accumuler à d'autres endroits. Donc un des principaux agents qui altère les roches, c'est l'eau, quand elle passe. Et on en a un autre, c'est les êtres vivants. Alors soit parce qu'ils marchent et puis ils charrient des choses, mais aussi parce que toute la matière vivante produit de l'acide. Vous voyez, par exemple, ici, là, on a un podzol. Et donc ça, c'est un sol forestier. Donc là, vous voyez, on a la couche où il y a plus la litière. Et ensuite, on arrive de plus en plus vers la roche-mère. Et là, tout ce qui est blanc, c'est ce qu'on appelle ce qui a été lessivé. Ça a été lavé. En réalité, tout ce qui est blanc, là, devrait avoir la couleur de la roche-mère. Donc, devrait être plutôt jaune-orangé. Et sauf que l'eau, quand il pleut, elle traverse cette matière organique, elle se charge en acidité. Et en traversant là, elle va venir laver. Et il va rester que ce qui est pas soluble, en quelque sorte. Et donc, c'est souvent des grains de quartz ou des choses comme ça. Et donc là, vous voyez, toutes les parties qui étaient là, qui coloraient le fer, des choses comme ça, comme elles étaient plus sensibles à l'action de l'eau et de l'acidité produite par les êtres vivants, elle va être emportée. Vous voyez? Et donc ça, c'est un exemple de processus d'altération de la roche-mère. Ça va? Nickel. Et ensuite, vous vous en doutez, le climat joue un rôle absolument important dans la décomposition et l'altération des roches. C'est en fonction des climats, les protagonistes ne vont pas être les mêmes. Vous en doutez, dans le désert et dans une zone humide, le protagoniste il change légèrement. Dans le désert, c'est pas l'eau qui est le plus, c'est plutôt le vent. Et donc du coup, par exemple, là en climat haute montagne et région polaire, on va avoir une prédominance de la désagrégation physique par le gel. Et là, on va avoir plutôt des gros cailloux. Vous voyez un peu si vous baladez dans les Alpes, sur les crêtes, des choses comme ça. Alors que dans les climats tropicaux, c'est la rapidité des processus chimiques, des êtres vivants, des choses comme ça. Parce que comme il fait chaud, 25 degrés tout le temps, ça vit à fond la caisse. Et puis là, c'est plutôt ça. Donc on va avoir des graviers, des sables, pas beaucoup de globes et pas beaucoup d'argile non plus forcément. Et ensuite, dans les climats tempérés, là, c'est chez nous. Du coup, là, c'est un peu un mélange de tout. Et donc, ça donne les sols que nous, on connaît bien. Ça va? Ça, c'est schématique, mais c'est juste pour que vous compreniez qu'en fait, ça change forcément en fonction de là où on est. Hop. Ensuite, on a dit qu'il y avait deux substances à décomposer. Donc, la première, c'est le caillou. Et ensuite, ça va être les matières organiques. Puisque ce caillou, en se décomposant, il va permettre à des végétaux de se développer, qui vont permettre à des êtres vivants de se développer aussi. Et ces êtres vivants meurent et ils laissent des déchets ou se nourrissent, ils laissent des déchets en tout cas, qui après vont aussi être amenés à être décomposés. Et là j'ai mis juste ça pour que vous sachiez aussi, en fonction des êtres vivants qui participent à la décomposition des déchets des êtres vivants, ça ne va pas être le même résultat. Vous arrivez à le comprendre ça? Et en fonction du climat, de là où vous êtes, du type de sol que vous avez, du type de roche que vous avez, ça ne va pas être les mêmes animaux non plus. Donc le résultat n'est pas pareil. Et en fonction de la matière qui est décomposée, c'est pas pareil non plus. Ça, vous arrivez à comprendre, je pense. Donc ça, c'est pareil. C'est pour que vous compreniez encore une fois que c'est super variable. Et donc là, par exemple, on a les vers. Les vers, c'est des conditions aérobies. Donc il faut qu'il y ait de l'oxygène pour que ça se développe. Il faut qu'il y ait une réaction neutre, donc pas que le sol soit trop acide. Il faut beaucoup d'humidité. Et moi, je rajouterais, il lui faut du sable.
pour qu'il puisse abraser la matière organique qu'il mange, parce qu'il n'a pas de système digestif, le ver de terre. Donc vous voyez, par exemple, quand vous avez un ver de terre, ça ne sert à rien de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est souvent que vous avez l'écosystème qui va avec le ver de terre, et si vous avez un écosystème qui n'est pas propice au ver de terre et que vous avez du ver de terre, ça peut parfois être indicateur de quelque chose qui doit relever votre attention. Vous voyez? Ensuite, les acariens ou les collemboles, c'est dans un milieu acide, avec de l'humidité forte et de l'aération sous-moyenne. Vous voyez, rien à voir. Et forcément, le type de décomposition ne va pas être le même. Les cloportes, c'est encore autre chose. Ça, c'était juste... Et après, il y en a plein d'autres, les microbes, selon les types de microbes. Enfin bon, on ne va pas faire tout le tour. C'était juste pour que vous vous rendiez compte de ça. Et donc, ces animaux, ils vont contribuer à découper finement la matière organique, à la décomposer. Et le terme de la décomposition de la matière organique, vous voyez, on part d'une feuille morte, d'un bâton, de ce que vous voulez, ça va être ce qu'on appelle l'humus. Là, pareil, l'humus, aujourd'hui, voilà, il y a plein de choses. On avait vu qu'il y avait une théorie de l'humus dans l'agronomie. Bon, en gros, l'humus, c'est juste la partie la plus décomposée de la matière organique qui va se mélanger, se fixer sur la matière minérale. Donc, c'est microscopique, c'est très, très petit et qui va avoir des propriétés particulières parce qu'elle est toute petite et qu'elle peut se mélanger avec la matière minérale. Souvent, quand on voit sous le jus de fumier, vous voyez, des fois, le fumier, il y a du jus qui coule. Ce truc noir dans l'eau, ben, souvent c'est de l'humus. Vous voyez, donc c'est vraiment le terme de l'évolution de la matière organique et c'est toujours fixé à la matière organique. Ça se bat. Sinon, c'est dans l'eau et ça se barre. Donc ça, c'est la première chose et ça va amener à la libération de ce qu'il y avait dans la matière organique. Vous voyez, il y a plusieurs choses. Nous, on se nourrit, on mange du calcium, des choses comme ça. Et quand on est décomposé, ben, ce calcium, il peut être renvoyé ailleurs, il peut servir à d'autres gens, etc. Donc la décomposition de la roche-mère et de la matière organique, elle permet ça, de relibérer des minéraux qui vont servir à d'autres choses, etc. Ça va, vous voyez, vous avez un peu le tableau de ce qui se passe dans le sol. Et donc, on a dit, là, on a vu comment ça peut être décomposé par qui. Et ensuite, on a dit, le deuxième, une fois que c'est décomposé, ça bouge. Une fois qu'on n'est plus le gros bloc de cailloux, ça peut bouger. Comment est-ce que ça peut bouger? De plein de façons. Ça peut être, on l'a dit, charrié par l'eau. Ça peut aussi être les végétaux qui l'emmènent dans leurs racines pour le manger. Puis ensuite, nous qui venons, qui mangeons la carotte, hop, on l'emmène ailleurs. Ensuite, on est enterré ailleurs. Vous voyez, donc c'est comme ça que ça peut bouger. Et dans le sol, il y a des mouvements aussi verticaux ou horizontaux. Et par exemple, là, vous avez un exemple d'un type de sol qui s'appelle l'uvisol. Alors ça, c'est les pédologues, ils classent tout. Voilà, nous, on s'en fout un peu. Mais grosso modo, là, vous avez un type de sol qui est géré, en gros, c'est l'eau, le principal protagoniste qui fait bouger les trucs. Et l'eau, ici, c'est chargé en eau, en hiver. Et donc, le fait que ce soit chargé en eau, elle va descendre tout doucement, comme dans le filtre à café. Et ça va faire la percolation. Et cette percolation, elle va, comme dans le café, entraîner ce qui est le plus fin, le plus petit, en bas. Et ce qui est le plus fin, c'est l'argile. Et donc, du coup, vous voyez que là, on a l'argile qui va s'accumuler. Donc là, par exemple, dans la migration, on voit bien qu'il y a quelque chose qui part et qui va s'accumuler ici. Vous voyez? Et donc ça, nous, notre rôle, quand on observe notre sol, ça va être d'essayer de voir d'où on est parti et comment ça bouge. Voilà. Donc là, j'avais remis la même chose, mais on a compris. Donc là, c'était la migration, accumulation. Vous avez l'exact principe des choses. Donc, vous voyez, et tout ce saint de soin, ça, c'est moi, je suis trop content d'avoir trouvé. C'est mon truc. J'ai dit, il faut un concept pour expliquer ça. Saint de soin. Tout ça, là, décomposé, migré, accumulé, c'est le saint de soin du sol. Et tout ce saint de soin, ça va créer de la texture, par exemple. Ce qu'on appelle la texture, c'est la roche-mère. Elle est composée de certaines choses. Et quand ces choses sont disloquées, eh ben, ça va donner une certaine texture argileuse, sableuse. C'est ça qu'on appelle comme ça. Et par exemple, un grès, c'est des grains de sable collés entre eux. Quand la colle disparaît, il reste du sable, beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on a des sols sableux. Ça, c'est la texture d'un sol. Vous savez, des fois, il y a un triangle. On essaye de savoir est-ce que j'ai un sol sableux, argileux. Mais ça, on a dit, c'est intéressant, mais ce n'est pas le plus important, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire du sol. Mais par contre, ça peut vous dire, ok, je suis parti de cette roche qui était comme ça, donc normalement, je dois retrouver du sable. Si vous n'en retrouvez pas, ou pas beaucoup, ou etc., c'est qu'il y a des choses, vous voyez? Ensuite, les animaux et tout ça, ils vont créer de la structure, parce que sinon, vous auriez juste du sable et rien d'autre. Mais la structure, ça va être
les animaux ou les choses comme ça qui vont créer des galeries ou agencer les tas de sable entre eux, comme les turicules de vers de terre, les choses comme ça, pour créer des vides dans le sol pour qu'eux puissent vivre après. Vous comprenez le principe? C'est qu'eux, ils ne peuvent pas vivre dans un élément tout lisse, tout plat, et ça ne marcherait pas. Et cet ensemble de vides, ça s'appelle la porosité. Et dans ces trous, les racines vont plonger leurs racines, les plantes vont plonger leurs racines. La structure, elle est variable. Vous vous en doutez, parce que ça dépend des animaux qui la font, et ça dépend aussi de la saison, parce que les animaux, ils ont des saisons. Il y a des saisons où ils ne sont pas là, il y a des saisons où ils sont là. Il y a des microbes qui, quand il fait trop chaud, ils ne sont plus là. Quand il fait pas assez chaud, ils ne sont pas là non plus. Donc vous voyez, donc ça c'est important, parce que vous pouvez des fois prendre votre sol, le regarder, dire mais il n'y a pas de structure, c'est tout lisse, c'est tout plat. Mais c'est peut-être parce qu'il a beaucoup plu. Et la pluie va un peu calmer les microbes, et donc du coup c'est normal. A l'inverse, si vous prenez un sol sec, bah pareil, il va être très compact et tout, parce que c'est lié à ça, vous voyez? Donc la structure, c'est pareil, c'est à un moment, un instant T, ça dépend de plein de choses. C'est pas quelque chose qui est fixe dans le temps. Et ensuite, vous avez la possibilité, pour ce saint de soin, de devenir un complexe. Là, je le dis, c'est pas important, mais je le dis parce qu'il y a des gens qui ont ça en tête. On parle parfois du complexe argilo-humique, il existe d'autres types de complexes, et donc ça, c'est en fait, le sol crée des possibilités de se gérer chimiquement en échangeant des trucs avec la matière organique et l'argile. Ils peuvent échanger des trucs de manière chimique, mais on s'en fout parce que c'est pas important. Donc ce que je voulais vous dire, c'est complexe argilo-humique. Vous attardez pas là-dessus. C'est pas hyper important parce que pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait de l'argile. Et il n'y a pas tous les sols qui ont de l'argile, bla 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 bla. Okay, et ensuite, la seule chose que je voulais dire aussi, c'est que ces complexes, ils sont capables de stocker des choses. Voyez, parce que comme ils sont organisés, c'est comme un frigo, il peut être rempli et garder les choses. Et donc quand il pleut, ça permet de moins avoir de pertes. Mais par contre, les complexes, comme ils gardent. Donc garder, ça va dans les deux sens. Ça veut dire que si vous avez un frigo rempli mais que vous ne pouvez pas ouvrir la porte, ça ne sert à rien. Vous allez quand même crever de faim devant. Et ça, c'est important. On dit souvent l'argile, il garde l'eau. Ouais. Il la garde, donc il ne la rend pas forcément non plus. Et l'exemple typique que vous avez, que moi j'aime bien, c'est l'éponge. Vous voyez l'éponge? Si elle est bien mouillée, vous appuyez dessus, il ne vous faut pas beaucoup de force pour sortir l'eau, c'est facile. Par contre, à un moment, quand vous avez sorti le surplus d'eau, il en reste quand même, et là, pour la sortir, il faut y aller. C'est un peu le même principe. C'est pareil, si l'éponge est totalement sèche, si vous mettez de l'eau dessus, vous avez déjà remarqué, ça ne se mouille pas tout de suite, ça ruisselle, et ben c'est un peu pareil pour les sols qui ont une capacité d'absorption, c'est pareil. Si vous allez en dessous de certains seuils, ça devient plus compliqué, ok? Ça c'est juste pour vous dire que attention au concept, parce que des fois on a des concepts, on dit ouais l'argile ça garde l'eau, oui, mais il faut bien avoir dans les deux sens. Et tout ce saint de soin, il est dans un saint de soin encore plus grand, qui est le cycle géologique. Et ça, on ne va pas en parler, mais c'est juste pour qu'on redise à quel point on est loin. Donc nous, on était juste là. Vous voyez? La lithogénèse, c'est quoi? C'est comment les roches sont formées. Bon, bah ça, c'est quand ça va sous la terre, par la pression, ou alors par la tectonique, des plaques. Enfin voilà, ça c'est de la géologie. Ensuite, ces roches, elles se retrouvent à la surface. Elles sont désagrégées, puis altérées, comme on a vu. Ensuite, il y a de l'érosion qui peut emporter les sols ou tout ça. Ensuite, ça va se sédimenter, donc s'accumuler quelque part. Et puis, ça va reformer de la pierre qui va revenir, etc. Vous voyez? Donc tout ça, ça prend place dans des cycles hyper longs, etc. Donc vous voyez que rien n'est fixe, tout évolue tout le temps. Et en plus, après, ça fait des saints de soins encore plus grands. Ça va? Donc ça, c'est vraiment la base de d'où on part avec le sol, etc. Alors maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que nous, on observe ça et comment on rencontre notre sol. Parce que vous, c'est ça qui vous intéresse. Ok, moi j'ai un sol, comment est-ce que je vais le rencontrer? Déjà, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que souvent, il y a des gens qui l'analysent en laboratoire. C'est bien. Mais on ne peut pas se limiter à ça, parce que vous vous rendez compte du nombre de choses qu'il faut prendre en paramètres, et le laboratoire ne saura pas vous retracer l'histoire de votre sol. Où il est, comment il est. Le labo, il va tout découper, et il va regarder, il va vous dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais il ne saura pas dire dans quel contexte ça se place. Donc il faut faire très attention à ça. Il faut savoir pourquoi vous faites une analyse de labo. Je vous dis ça parce que une fois, j'étais chez un collègue et puis il avait fait une analyse de labo. Et le problème des analyses de labo aujourd'hui, c'est qu'ils se permettent de dire, donc
voici des conseils pour que vous fassiez bien. Mais comme ils n'ont pas le truc, des fois ça peut être juste, et des fois c'est vraiment faux. Et donc j'étais arrivé dans un sol, et puis elle me dit, écoute, moi l'analyse là, elle me dit tout est super, tout est parfait, j'ai tout, et pourtant c'est le pire endroit de ma ferme. Il n'y a rien qui pousse. Et du coup je lui ai dit, bah on va voir, on va aller faire des trous. Et en fait, ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est qu'elle, elle était dans une zone où elle avait creusé la montagne pour aplatir, et elle avait tout mélangé. En fait, du coup, il y avait des mélanges de cailloux, des mélanges de... C'était un peu du n'importe quoi, et ça ne s'était pas encore reconstitué comme sol. C'était juste comme si vous faisiez des chantiers, vous voyez, et puis vous mettiez tout dans un tas, la pierre, le machin, et puis espérer que ça marche tout seul. Non, généralement, ce qui pousse, c'est un peu le bordel, quoi. Et donc, eux n'avaient pas cette information, mais tout ce qu'ils avaient trouvé, y était effectivement. Il y avait tous les minéraux, tout, ils ne savaient juste pas comment c'était imbriqué. Vous voyez? Et pareil, une autre fois, une analyse de sol peut permettre de chercher. Vous savez, on avait dit, il ne faut pas chercher du savoir, mais savoir ce que l'on cherche. Et des fois, quand on est vraiment coincé, on voudrait savoir si ce n'est pas parce qu'il nous manque quelque chose dans le sol. Là, ça peut être intéressant de faire une analyse, mais il faut savoir ce qu'on va chercher. Pareil dans les livres. Par exemple, dans un des tours des jardins, je vais chez un mec, et puis lui, il a un sol sur grès, etc., et il me dit, pareil, ça pousse pas, c'est très organique, mais ça pousse pas. On regarde ensemble, et il me dit, j'ai une analyse de labo. Je dis, on la met de côté, je fais tout la pédologie, on regarde, on discute, on essaye de comprendre comment l'eau, elle coule, comment l'air, elle circule. On a pris 1 heure à faire ça. Et après, il me donne l'analyse, je regarde, c'était l'exact opposé de ce qu'on avait, des conclusions auxquelles on était arrivé, ce qu'eux, ils disaient. Il disait, super, il faut continuer à mettre de la matière organique, et le pH est neutre, donc il n'y a pas besoin, il faut pas, enfin, le sol n'est pas acide et tout. Et moi, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc là, j'ai dû farfouiller dans les livres et tout pour comprendre, pour dire, mais où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Ils disaient, il y a plein de calcium. Moi, je dis, mais non, c'est pas possible. Donc on a cherché, et en fait, il se trouvait que c'était parce que la matière organique avait du calcium, mais qu'elle ne le donnait pas au sol parce que le sol ne pouvait pas l'accepter, schématiquement. Vous voyez? Mais ça, c'est pour dire à quel point une analyse peut être trompeuse. Donc vous pouvez faire une analyse, mais sachez ce que vous cherchez. Donc nous, on est là, on est en face de notre sol, et on se rappelle de tout ça. Tout part du caillou. Donc, on essaye de savoir quel caillou c'est. C'est quand même pas mal. Donc on fait un trou, et on essaye d'aller jusqu'au caillou. Si on a 10 mètres de sol, on essaye de se balader pour voir les murs, en quoi ils sont faits, etc. Ou alors on regarde la carte géologique, donc la carte des roches, en sachant que cette carte n'est pas 100% fiable parce qu'elle a une certaine échelle. Je crois que c'est 1 sur 50 000. Donc ça veut dire qu'un centimètre fait 50 000 centimètres en vrai, il me semble. Et donc du coup, c'est déjà vachement bien, mais c'est pas fiable à 100%. Donc il faut toujours vérifier. Et là, vous sortez votre caillou, et puis vous essayez par vous-même de comprendre comment il est fait, vous le tapez avec un marteau, vous essayez de le casser, etc. Et après, vous pouvez essayer de le comparer ou de le ramener à la maison de la nature, et puis peut-être qu'ils peuvent vous aider et vous dire s'il y a de l'argile ou pas dedans, etc. Et ensuite, une fois que vous partez de ça, vous remontez. Ça veut dire qu'un sol, on va le regarder de bas en haut, pas de haut en bas, parce que ça part de ça, et c'est ça qui va être amené à évoluer. Donc ça, c'est super important aussi. Et donc, vous essayez de comprendre et de voir si vous retrouvez les éléments de votre roche quelque part. Si oui, comment? Par exemple, on part du grès. Est-ce qu'on retrouve le grès, la couleur du grès? Non. Oui. Est-ce qu'on retrouve pas mal de sable? Est-ce qu'il est plutôt en haut, plutôt en bas? Vous voyez? Mais on part du caillou. Donc, on essaie de savoir déjà ce que c'est le caillou. Et on n'a pas obligé de savoir son nom. Il s'agit juste de savoir ce que c'est comme caillou et de quoi il est composé. Est-ce qu'il se casse facilement, pas facilement? Est-ce que... Là, j'ai de l'acide. Je vous montrerai après. Si on met de l'acide sur de la terre diluée, et ben, s'il mousse, ça veut dire qu'il y a du calcaire dedans. Par exemple, il y a 2-3 bricoles comme ça dont on parlera tout à l'heure. Et ensuite, l'autre chose qui est super important, avant de s'exciter, de prendre, c'est pour ça que je vous fais patienter exprès, la terre, et puis de faire comme ça, c'est de la bonne terre ou de la mauvaise terre. D'ailleurs, ça, on laisse tomber, hein, ça n'existe pas. Et ben, on va d'abord regarder le paysage, ou la géomorphologie, ils appellent ça, les gens intelligents. Donc le paysage, pourquoi? Parce que ça va nous dire d'où vient notre sol. Et dans les Vosges, on le voit bien parce qu'on est à l'intérieur de pans de montagne, dans une vallée, et on sait que fut un temps, cette vallée, il y avait de l'eau qui coulait. Donc qu'est-ce qu'on peut se dire? Notre sol, il vient peut-être pas de la roche-mère celui-là. Peut-être qu'il a été ramené par l'eau qui dépose des galets, des choses comme ça. Donc déjà, ça nous donne une indication sur faire attention.
Si on est au sommet de la montagne, là par contre, on a des fortes chances que notre sol soit issu du caillou, mais qu'il y ait quelque chose qui soit tombé. Et si on est dans la pente, on peut être sur un mélange des deux. Vous voyez? Donc toujours essayer de comprendre, ok, l'eau elle circule là, mon sol il peut venir de là, etc. Donc ça c'est important de partir du paysage et d'essayer d'imaginer dans ce contexte-là comment la roche a pu se décomposer ou comment elle a pu être amenée ici, ou comment le sol a pu être amené. Et de voir aussi quels sont les protagonistes. Donc là, vous pouvez marcher et puis voir les plantes. Si vous voyez des plantes qui sont plus belles là ou de la végétation plus dense, etc., vous pouvez essayer de comprendre. Est-ce que c'est pas parce que l'eau s'accumule là? Enfin, vous voyez, essayez vraiment d'être sensible à ce genre de choses avant de commencer à vouloir toucher le sol. Méfiez-vous des plantes bioindicatrices, pas des plantes en tant que telles, mais de la théorie des plantes bioindicatrices, qui est bien, mais qui, pareil, a ses limites. Donc il ne faut pas dire j'ai telle plante, ça veut dire ça. Non, c'est plus complexe que ça, mais ça, on le verra dans le module sur les plantes. On fera de la phytosociologie, donc l'étude des groupements de plantes, pour vraiment apporter le pendant scientifique à une simplification qui est les plantes bioindicatrices. Telle plante, ça veut dire ça, telle plante, ça veut dire ça, qui est un peu simpliste, ça peut être utile pour aller vite, mais ce n'est pas toujours très intéressant. Et donc, quel protagoniste on trouve? Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau, de l'air, pas beaucoup d'air? Est-ce que c'est à l'ombre, est-ce que c'est au soleil, l'exposition? Vous voyez, tout ça va jouer. Et comme on a dit que la température, par exemple, c'est un facteur important de ce qui décompose les roches, ben, si vous êtes à l'ombre au versant nord, vous vous doutez que la température va avoir un certain impact. C'est plutôt froid. À l'inverse, côté sud, va avoir un certain impact, c'est de réveiller un peu plus fort les bêtes qui vivent et donc du coup d'aider à la décomposition. De l'eau qui stagne, ça va avoir un autre effet. Vous voyez, ça va avoir cet effet de lessivage. Et donc, par exemple, tout à l'heure, vous vous rappelez l'uvisol. Si vous êtes dans un champ et vous savez qu'en hiver, vous marchez dedans, ça fait flotch-flotch, ben vous pouvez déjà présupposer que votre sol, il y a de la percolation, de l'eau qui pousse l'eau, qui pousse l'eau, qui pousse l'eau. Et donc, vous pouvez déjà imaginer que dessous, il y a des fortes chances de trouver ce type de sol. Vous voyez? Et après, vous allez à sa rencontre et vous essayez de corréler tout ça avec ce que vous avez vu. C'est ce que j'ai fait pour ces bons monsieur, dames que vous êtes. Donc ça, c'est une carte du pays de Beach. En partie, là, il y a Beach. Et après, Leadership. Là, c'est Volminster et Villers. Et nous, je sais pas, on peut pas voir un truc comme ça. Je suis pas géographe. Et donc, vous avez vu, il y a des numéros. Et ces numéros correspondent aux échantillons de terre que je vais vous faire passer. Vous avez le droit de les toucher et tout si vous voulez. Si vous voulez après des serviettes, j'ai remis ça. Si vous n'avez pas envie de les toucher, vous n'êtes pas obligé. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pour vous rendre compte de la diversité des sols. Parce que par exemple, si vous prenez ça, je ne sais pas si vous voyez de là où vous êtes, c'est très 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 différent. Je vais les faire passer. Mais juste que vous vous rendez compte que sur une petite zone comme ça, donc les premiers échantillons, ils ont été pris à Eschwiller. On va s'attarder là-dessus parce que c'est magnifique. C'est un cas d'école pour étudier la science du sol. C'est vraiment, moi je suis fan de là-bas parce que c'est trop drôle. Leadership, c'est les parcelles de chez nous. J'avais dit que je ne parlais pas de chez nous, mais c'est mon sol qui va parler de chez nous. Et 4, c'est en plein milieu. Là, c'est une zone géologique un peu particulière que je voulais aussi vous montrer pour la chose. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire passer les échantillons et en même temps, je vais un peu expliquer. Donc là, vous avez les deux premiers échantillons que je vais faire passer en même temps. Juste avant de les faire passer, je vous montre. Ce sol-là, le numéro 1 que vous allez avoir en premier, bah c'est là où vous étiez. Le premier, il est là, ouais, là, ici. Et le deuxième, il est là, un peu là, dans la pente. Et entre les deux, on avait mesuré, je crois qu'il y a 25 mètres. Donc c'est assez à côté, on est d'accord. Et vous allez voir que les sols sont complètement différents. Donc là, je vais vous faire passer et en même temps, j'explique un peu pourquoi ils sont différents. Donc n'hésitez pas à regarder et à comprendre et à voir. Donc ça, c'est le 1. Et ça, c'est le 2. Le 1, c'est la forêt. Le 1, c'est la forêt. Non, c'est prairie. Prairie, les deux. Prairie. Il n'y a pas, je ne suis pas allé dans la forêt, non. Alors, vous allez tout de suite remarquer que l'échantillon numéro 1, voilà, il va être plus dense, il va être d'une couleur aussi plus grise, noire. Et donc celui-ci, on se rappelle, il se trouve ici. L'autre va être plus rose-violet, c'est pas grave. Rose-violet, c'est celui-là, et plus friable, plus sableux, si vous voulez le dire. Et celui-ci, il se trouve juste ici, dans cette partie de la prairie. Alors pourquoi? Là, vous avez exactement ça, on peut le savoir sans même faire un trou dans le sol. Parce que vous êtes ici, vous êtes dans un fond de vallée. Vous savez que le sol a été ramené d'ailleurs.
Et donc d'ailleurs, ce qui est marrant aussi, c'est que ici le sol est un peu calcaire, ici pas du tout, parce que l'eau a charrié des éléments calcaires. Donc du coup, vous savez que le sol qui est en place ici ne dépend pas de la roche-mère qui est en dessous, il dépend de tout ce qui a été emmené et aussi de ce qui a glissé par là. Donc ça, on le sait déjà. Et ici, au contraire, comme on est sur la pente, déjà il y a une partie du sol qui glisse ici, mais par contre, on est beaucoup plus sur l'influence de la roche-mère qui est le grès des Vosges, et donc on voit cette couleur vraiment rose-violette. Et on voit ce caractère sableux. On retrouve le sable que vous voyez dans la roche-mère. Vous voyez? Et donc ça, moi je trouve ça fantastique parce qu'une fois qu'on est face à ça, vous allez le voir quand vous allez avoir les échantillons, on ne peut plus dire « Ah, c'est bien ça, il y a des bonnes et mauvaises terres, ah, il faut telle pratique qui est bien », parce que ces deux sols sont totalement différents. Celui-ci est beaucoup plus régulé par l'eau, parce que l'eau s'accumule, et donc c'est l'eau qui va être le principal protagoniste. Alors qu'ici, au contraire, c'est plus drainant, l'eau ruisselle, et donc là, ça va plutôt être l'influence de la roche-mère, de la chaleur et de l'air qui va jouer. Donc on est sur des processus totalement différents. Et donc on va avoir une histoire du sol différente. Là, un sol beaucoup plus profond, avec du coup des éléments plus fins au fond et des éléments plus grossiers en haut. Et ici, on va avoir au contraire un sol assez faible en profondeur, et avec beaucoup de sable parce qu'il est issu de la roche et que tout ce qui est plus léger, enfin plus petit que le sable va glisser plus facilement et se retrouver plus facilement ici. Et si vous montez tout en haut de la colline, ce que j'ai pas fait parce que j'avais la flemme, et ben là vous avez encore moins de sol et vous avez presque la roche qui affleure. Vous voyez, vous comprenez l'histoire du sol? Et donc là, dans le grès, on va voir qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas, dont le calcaire. Et là, une des pratiques qui va être importante, c'est que ici, on va devoir apporter du calcaire, parce qu'il n'y en a pas et que c'est indispensable pour la vie, mais ça on le verra plus tard. Et là, pas. À 20 mètres, il y a une pratique fondamentale qui change. Mais là, vous avez creusé à combien pour prendre ça? Là, j'ai creusé à 30-40 cm à peu près. Ouais. Mais ici, un peu moins, parce qu'il y avait le caillou, donc là, c'était plutôt 20. Mais j'ai pris la couche superficielle, quoi. J'avais pas envie là parce qu'on pouvait regarder l'histoire, mais là j'avais juste envie de vous montrer que c'est différent. L'idée c'était pas de vraiment faire une analyse de chaque sol, parce que sinon on aurait passé 1 heure à faire juste un sol. Donc là c'est vraiment plus pour que vous captiez que ah ouais c'est vachement différent. Voilà. Ensuite je fais passer l'échantillon 3 qui est chez nous à la ferme. Alors là, vous verrez que chez nous, à la ferme, il y a pas mal de racines, alors que c'est les mêmes profondeurs. C'est parce que, en fait, comme nous, on travaille la terre, on crée artificiellement des trous dans le sol, et donc il y a plus de racines. Et ça me permet de vous parler d'une chose. C'est intéressant quand vous prenez la terre, vous regardez, vous faites un trou, de regarder les racines. Est-ce qu'elles vont profond, est-ce qu'elles vont pas profond, est-ce qu'il y en a beaucoup, est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça vous donne une indication aussi sur est-ce qu'il y a beaucoup de vide dans votre sol ou pas. Et sachant que les plantes ont besoin d'aller dans les vides, c'est vachement important comme information. Autre chose qui est importante et que vous voyez dans le premier échantillon, vous avez vu, il est assez compact. Pourtant, si on le prend et qu'on le casse, il se casse quand même, vous voyez? Et en fait, ça, si vous regardez à la loupe, c'est parce qu'il y a des éléments gros et dedans, il y a des éléments plus fins qui se sont coincés. Vous voyez, c'est pour ça que des fois, il y a des sols, on peut les prendre, jouer avec, et on dit « Ah, ils sont grumeleux ». Une fois qu'on joue avec, ils sont grumeleux. Mais en fait, quand vous mettez la bêche dedans, ils ne sont pas grumeleux. C'est dur à sortir, mais une fois que vous l'avez sorti, ça se casse bien. Et là, on fait souvent l'erreur de dire bah, « C'est parce qu'on a notre sol, il est bien, il est aéré et tout ». Il a une capacité à s'aérer, mais en fait, comme il y a les petits trucs qui rentrent dans les trous et ça bouche, et ben en fait, dans les faits, il n'est pas aéré. Et là, si vous faites un trou et que vous regardez les racines, vous verrez souvent que c'est assez lisse et qu'il n'y a que des petites racines qui passent par-ci, par-là. Vous voyez? Et donc, c'est vraiment important de regarder ça. Donc, ça veut dire que votre sol, il a la possibilité de s'émietter, mais dans la terre, il ne s'émiette pas, il y a un problème. Et là, il faut réfléchir comment est-ce qu'on peut faire pour ça, pour changer ça. Ensuite, je vais vous faire passer 2 échantillons de sol dans l'ordre. Alors ça, c'est le... Ah, je vais remettre juste la carte qu'on recape un peu. Donc là, les 2 premiers, c'était là, un à côté de l'autre. Ma ferme, c'est ici. Donc là, c'est un échantillon qui est biaisé parce qu'il y a tout notre travail qui rentre en ligne de compte aussi. Et le 4, je l'ai mis en 2 échantillons parce que justement, comme vous l'avez dit, j'ai pris en forêt et le même sol sur un sol cultivé, pour que vous voyez juste la différence. Donc le premier que vous allez avoir, c'est le sol de forêt.
Et le deuxième, c'est le sol, le même sol, mais dans une partie. Ça, c'est la forêt, le premier. Ce sol-là, vous êtes sur des zones donc sur un plateau, mais très humide, où le protagoniste principal va être l'eau qui s'accumule et qui fait cette chose-là. Et vous allez tout de suite remarquer que l'échantillon du sol de forêt est gris. Il est gris, pourquoi? Parce qu'il y a ce processus qu'on a vu tout à l'heure de lessivage. Il est en train d'être nettoyé. Et donc et il est très compact alors qu'on est dans un sol de forêt, qui normalement devrait être beaucoup moins compact. Et en fait, ça, c'est l'eau qui va faire cet effet de compaction et qui va en plus appauvrir le sol. Donc, on est sous un sol de forêt qui n'est pas des résineux, c'est un sol de chêne, c'est une forêt de chêne. Donc, on a un humus qui n'est pas trop acide en théorie. Et pourtant, on a un sol qui s'appauvrit et qui devient de plus en plus compact. Et ça, c'est lié au lessivage. Vous voyez? Et qu'est-ce qui nous dit ça aussi? C'est que c'est une roche calcaire en dessous. Si je mets mon acide dessus, on pourra le faire après, au temps du repas, on fera les manipulations, ce sera plus simple. Ça bouillonne pas, il n'y a pas d'acide. Pourquoi? Le calcaire, c'est hyper soluble. Si vous avez déjà été dans une ville où il y a des roches calcaires et vous ouvrez le robinet, c'est dégueulasse, on met des carafes avec des trucs pour enlever le calcaire, à Strasbourg par exemple, c'est parce que le calcaire, c'est super soluble. Donc forcément, dans un sol gorgé en eau, c'est le premier truc qui se barre. Vous captez? Donc là, on est normalement sur un sol calcaire, et non seulement il est plus calcaire, on est sur un sol très riche parce qu'on est sous forêt, mais il s'appauvrit. Vous voyez à quel point c'est complexe? Pourquoi? Parce que son histoire est liée intimement à la présence d'eau qui fait l'effet thermos à café. Vous voyez? Ensuite, je vais vous faire passer 2 échantillons. Alors, ça n'a plus rien à voir, et je vais vous faire passer le caillou. Je vais d'abord vous faire passer le caillou qui va avec. Ça, c'est mes vacances en Dordogne. Je ne peux pas m'empêcher. J'ai ramené plein d'échantillons de plein d'endroits différents. Alors, en Dordogne, vous avez ce type de calcaire très argileux. Et ça, j'adore le prendre parce qu'en fait, là, vous ne le verrez pas trop, mais on verra après. C'est un argile de malade. Ça veut dire les argiles sont tous différents. Et cette argile-là, vous mettez votre main dedans. Vous mettez sur le mur, c'est orange comme dans les grottes rupestres et tout ça. Et c'est un argile, vous pouvez faire de la poterie direct avec. Alors là, pas trop parce qu'il est sec. Mais le deuxième dans le grand pot, si vous voulez vous amuser, après on pourra le mouiller. Mais c'est comme si vous aviez du henné sur les mains, c'est un truc de fou, quoi. Comparé à notre argile qu'on a chez nous, il est complètement différent. Et donc ça, j'aime bien le montrer. Et vous avez 2 types de sols de Dordogne. Donc tout part de ce caillou. Et vous allez pouvoir vous amuser à essayer de le retrouver là. Mais vous allez vite le retrouver. Vous voyez un peu le sable brun à l'intérieur, le calcaire, le fait que c'est une roche dure et qu'on retrouve pas mal de cailloux dedans. Et donc là, vous allez avoir le premier sol, celui-ci dans le petit pot. Vous voyez, c'est moi. C'est une preuve que c'est vraiment moi qui l'ai fait. C'est en bas, donc là on est dans un fond de vallée, pareil. Et donc j'ai pris ce sol-là à ce niveau-là. Hop. Par contre, je vais faire passer d'abord la pierre. Et le deuxième sol, ce sera ici. C'est beau, hein, la Dordogne. Et donc moi avant j'étais là, en bas, et ça c'est en haut. Vous voyez? Et donc vous allez tout de suite voir qu'en haut et en bas, c'est pas la même histoire, qu'en bas on se retrouve de nouveau sur du sol qui glisse, qui vient d'ailleurs, qui n'a pas grand chose à voir avec la roche-mère. Et sur le sol d'en haut, eh ben, franchement, vous allez prendre le caillou et regarder ce bocal, vous retrouvez directement le sol décomposé. Et vous arrivez à voir comment il a été décomposé. Hop. Voilà, donc tout ça c'était pour vous montrer que tout est différent, tout est variable et qu'en fait, ce qu'il faut regarder c'est l'histoire de votre sol et essayer de la comprendre. Quels sont les personnages qui jouent dedans, comment l'eau y circule, comment l'air y circule et essayer de retracer l'histoire pour savoir après, vous, votre travail, ça va être quoi? Ça va être d'accompagner ou pas certaines dynamiques, de freiner certaines autres. Par exemple là, dans le cas de l'eau qui stagne, on peut creuser des fossés, on peut drainer, on peut essayer de faire des choses, enfin vous voyez. Et donc si vous identifiez correctement cette histoire, vous pouvez jouer avec. Ça va? Et si maintenant on a beaucoup de vers de terre maintenant, énormément, alors, pour 1 mètre carré par exemple, si on doit créer un ça. Justement, il faut se poser la question, pourquoi les vers de terre sont là? On a dit le ver de terre, il aime l'humidité, il a besoin de sable, et il aime la matière qui est très très difficile à décomposer. Donc si vous êtes dans un écosystème, type fond de vallée, où il fait froid, où il y a beaucoup de feuilles mortes, de choses comme ça, qui comme il fait froid, ça se décompose lentement, avoir des vers de terre, c'est
plutôt normal, surtout si vous avez une roche où il y a du sable dedans et que du coup vous avez du sable dans votre sol, donc il peut s'en servir. Par contre, si vous êtes ici, là en haut, sur le type de sol très minéral de Dordogne et que vous avez des vers de terre, c'est louche. C'est louche, ça ne veut pas dire que c'est mal, ça veut juste dire que ce n'est pas son écosystème de prédilection, parce que c'est un sol argileux, qui fait super chaud et que c'est hyper sec. Donc, ça peut être lié soit au fait que vous êtes en forêt ou qu'il y a de la matière organique qui est en excès, mais là, le ver de terre, il va plutôt vous dire je suis ici parce qu'il y a un paquet de trucs que si je ne suis pas là pour les gérer, ce n'est pas géré du tout. Notamment de la matière qui stagne, qui stagne, qui stagne. Et on avait vu, il y a des choses qui bougent et il y a des choses qui s'accumulent. Des choses qui s'accumulent, ça peut être très mauvais. Si vous barbotez dans votre merde, c'est pas cool. C'est mieux qu'elle parte des fois. Bah ouais. Non, mais c'est important. Et donc, le ver de terre peut être indicateur de ça. Donc, il faut savoir, est-ce que c'est normal qu'il soit là? Est-ce que c'est son écosystème? Ou est-ce que c'est parce que moi, j'ai fait un truc qui a fait qu'il est venu? Et est-ce que ce que j'ai fait qui a fait qu'il est venu, du type, j'ai mis des écorces, j'ai mis de la paille, j'ai mis des choses comme ça, est-ce que ça, c'est cohérent avec l'histoire de mon sol? Parce que c'est pareil, avant de pratiquer, de dire je vais travailler mon sol, je ne vais pas le travailler, je vais mettre du fumier, je ne vais pas mettre du fumier, ça on le verra au 4e module, les interactions du paysan avec ce sol, il faut d'abord déterminer l'histoire de son sol, de son paysage, parce que sinon, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que vous pouvez accompagner ou pas. Vous ne pouvez pas savoir si votre pratique, elle a du sens ou pas, puisque vous ne savez pas de quoi votre sol est fait et comment il évolue et de quoi... Vous voyez? Donc c'est pour ça que moi je passe par tout ça pour que vous compreniez que tout est très différent. Donc vous avez vu, tous ces sols ils sont différents. Est-ce que vous imaginez un seul instant qu'il suffit de dire voilà comment il faut faire, ils font tous pareil et ça donne le même résultat? C'est impossible. Tout est trop différent. Donc du coup, on regarde le sol, on essaye de comprendre comment la roche s'est décomposée. Est-ce qu'il y a des choses qui bougent? Quels sont les protagonistes? Comment l'eau elle circule? Comment l'air elle circule? Est-ce qu'il y a des bêtes? Des grosses bêtes, des petites bêtes? Est-ce qu'il n'y a pas de bêtes? Est-ce qu'il y a beaucoup de racines? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de racines? On regarde tout ça et on essaye de faire un portrait, de faire l'histoire. Et chacun de vous, vous pouvez le faire à votre façon. Ça veut dire que vous regardez et puis vous dites bah, je vois ça, et vous écrivez ce que vous voyez. Et normalement, à la fin, vous pouvez relier tout ça et vous faites l'histoire de votre sol. Et si vous avez fait ça, vous avez tout compris. Oui, mais alors comment on sait qu'est-ce qu'il faut planter ou pas? Ça, c'est au 4e module. C'est trop vite. Avant de dire qu'est-ce que je fais, comment je mets, est-ce que je mets des trucs, d'abord on essaye de comprendre et de voir, voilà. Alors, vous avez de la chance, c'est que souvent, sauf si vous y êtes allé vraiment comme un gros sac, souvent les sols, ils ont une inertie qui fait que, comme vous ne pouvez pas changer le climat, comme vous ne pouvez pas changer la roche-mère, il y en a qui l'ont fait quand même, comme vous ne pouvez pas changer comme ça tout l'écosystème microbien, etc., et bien souvent le sol, en dessous de ce que vous avez fait, il reste à peu près pareil, et il a tendance à être dans l'inertie, quoi. Bon, après, effectivement, si vous avez mis 800 tonnes de fumier et tout, bon, ça va être compliqué. Mais dans l'idée, normalement, votre sol, par siècle, c'est 1 cm de sol qui est créé. Donc, vous voyez, l'échelle de temps n'est pas la même. Ça, c'est pareil, n'oubliez pas les échelles de temps. La roche-mère, le relief, c'est pas le ruisseau de la Cheval, par exemple, c'est pas lui qui a creusé les énormes trucs. C'est une époque géologique où il y a eu des torrents d'eau, et ça n'a rien à voir. Vous voyez? Donc là aussi, la géologie, les cailloux, c'est des échelles de temps que vous ne pouvez rien faire. C'est votre patrimoine génétique, c'était il y a longtemps. Et le sol, c'est pareil. Donc vous n'avez pas trop de moyens de faire des grosses conneries, sauf si vous avez beaucoup d'argent et que vous y allez comme un fou. Ça doit être possible, mais voilà. Donc, pas de panique. Vous retrouverez en dessous de ce que vous avez fait votre sol et à vous après de voir. Et après, peut-être avec de la chance, vous direz ma pratique, c'était pile la bonne, génial. Ou vous direz ah ok, c'est un peu, peut-être ça colle pas trop. Mais ça, c'est bien. Et ce qui est important, c'est de vous dire ce que vous faites, vous savez pourquoi vous le faites. Juste en grosse connerie, si on est sur des remblais, du coup, est-ce que tu as, pareil, tu appliquerais les mêmes méthodes sur les terres de remblais en descendant plus bas? Oui, complètement. Toujours regarder d'où ça part, d'où est le sol, parce que la terre de remblai, après l'idée, ça va être de l'homogénéiser avec le sol. Et justement, l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, c'était un peu ça. Elle a creusé la montagne, elle a remblayé son terrain pour que ce soit plat. Et donc, du coup, la question qu'elle doit se poser,
c'est comment est-ce que je fais pour partir d'une altérite, donc juste du grès pilé, pour le transformer en sol. Et elle s'est vite rendue compte que juste mettre de la matière organique, donc du compost, ça ne sert à rien, parce qu'en fait, il y a le caillou, le compost, et c'est tout. Et c'est là où le labo, il disait, fantastique, 8% de matière organique, waouh, super. Et en fait, c'était pas un sol, c'était de la matière organique et du sable, du grès, à côté, mais sans aucune interaction. Vous voyez ? Voilà. Et donc, du coup, vous, ça va être gérer la circulation de l'eau si vous avez beaucoup d'eau. Et là, je voudrais juste vous montrer ça aussi. Alors, pardon, on ne voit pas bien parce que c'est un vieux bouquin scientifique, donc voilà. Mais là, c'est un sol qui a été coupé pour qu'on voit à l'intérieur. Et donc, du coup, vous voyez, ça, c'est l'humidité dans le sol. Et c'est le sol, il est pareil partout. C'est un sol très sableux. Et en fait, c'est pour montrer que l'eau ne se distribue pas de la même façon partout. Donc, vous voyez, ça, c'est pareil. Sans faire de trou, vous ne pouvez pas le voir. Donc, c'est pour ça que ça peut être aussi intéressant de regarder ça. Parce que souvent, on dit, est-ce que je dois arroser ou pas? Et on regarde des réponses bateaux qui marchent un peu partout. Et en fait, ce qui compte, c'est de faire un trou et de regarder. De regarder votre sol, s'il est mouillé, s'il n'est pas mouillé, s'il est mouillé partout pareil, parce que peut-être qu'en fonction des micro-reliefs que vous ne voyez pas, l'eau s'accumule plus ou moins à un endroit. Vous voyez, ça donne des indications très importantes. Et j'avais un truc sur l'eau aussi. Ce qui est important, vous, en agriculture, c'est que votre sol, il soit ni trop mouillé, ni trop sec. Ça, je pense que ça va, c'est basique, ça va vous capter. On appelle ça le ressuyage. C'est quand les tracteurs disent « Je peux rentrer dans le sol, il est ressuyé, c'est parti, je ne vais pas m'embourber, je ne vais pas faire des ornières. » Et en même temps, mon outil va réussir à bien émietter le sol. Cet état de ressuyage, il est différent selon tous les sols. Et donc, ce qui est important, c'est que vous arriviez à le capter. À dire « Ok, là, il y a de l'eau dans mon sol, mais pas trop. » Ça veut dire que quand vous le prenez et que vous appuyez, il n'y a pas d'eau qui sort. Et en même temps, il n'est pas complètement sec, parce que vous voyez qu'il est humide, il est un peu coloré. Et quand vous le bougez, il se fragmente un peu, mais pas trop non plus. Il ne se dilate pas complètement. Et donc cet état de ressuyage, c'est celui que vous voulez dans votre jardin tout le temps. Et donc votre idée, plutôt que de calculer le bilan hydrique du sol avec les millimètres ou l'arrosage, souvent il y en a qui font la réserve utile du sol, c'est des calculs pour calculer sur 30 cm si j'ai un sol sableux argileux, alors j'ai une RFU, réserve utile, qui est comme ça, facilement utilisable, machin, c'est super compliqué, ça sert à rien. Pardon pour ceux qui l'ont créé, ça sert vraiment pas à grand chose. C'est mieux de dire, moi je veux que mon sol il soit toujours ressuyé de cette façon, et donc je fais des trous, je regarde, j'essaye de comprendre, s'il a plu beaucoup, je vais voir, est-ce que l'eau elle s'est évaporée vite, pas évaporée vite, vous voyez, ça on verra aussi dans le 4e module. Mais vous voyez, c'est pourquoi s'emmerder avec des trucs comme ça? Alors que les pédologues, ils en ont besoin pour calculer les vitesses de... Ok. Pareil, souvent, ça c'était un géologue que j'aime bien qui dit ça, si vous voulez savoir si l'eau elle circule bien, vous mettez un petit tube en fer dans le sol, vous le plantez un peu et vous pissez dedans pour les hommes. Et vous regardez comment ça fait, est-ce que ça va vite ou pas vite, quoi. Et vous savez si l'eau s'infiltre plus ou moins bien. C'est une indication. Ça vaut ce que ça vaut. Voilà. Mais donc, tout ça c'est important. La temporalité, la gestion de l'eau, de l'air, etc. Ensuite, là j'ai aussi mis ce tableau pour que vous voyez à quel point ça peut être compliqué. C'est l'eau, comment elle se comporte selon plein de facteurs. Si la texture, s'il y a beaucoup de sable, pas beaucoup de sable, et ben ça a un effet positif sur la quantité d'eau qui peut circuler, ou tout ça. Vous voyez, en fait, tout ça, c'était juste pour vous montrer à quel point ça peut être variable selon des choses. Par exemple, là, le tassement, ben, vous en doutez, c'est les machines, ben, ça a un aspect négatif sur à peu près tout dans la circulation de l'eau. Vous voyez? Ensuite, ce que je voulais aussi vous dire, là c'est juste le petit bonhomme que Maëlys nous a dessiné, qui est trop beau, c'est que vous pouvez aussi réussir, en vous posant des questions, vous dites, bah, moi je veux savoir s'il y a encore de l'eau dans mon sol. Par exemple. Mais vous ne pouvez pas forcément toujours creuser à 40, 50, 60 cm, vous n'avez pas le temps. Bah, par exemple, nous, une technique qu'on a trouvée, mais en fait il y en existe plein de techniques comme ça, c'est qu'on descend en contrebas, et il y a un endroit où il y a une source qui coule, mais qui est juste une source de drainage de nos parcelles. C'est vraiment juste en dessous. Et ben on sait que quand là, ça coule plus trop, c'est que l'eau en surplus du stock, elle n'est plus là. Donc que l'eau, le sol, il n'y a plus de surplus d'eau. Et donc là, on va vérifier s'il est ressuyé. Oui, donc c'est bon. Donc on sait qu'à ce moment-là, on peut déjà travailler et que c'est peut-être à ce moment-là qu'on peut commencer à arroser. Parce que ça, c'est pareil. Souvent, on attend que ce soit sec pour arroser, mais c'est un peu idiot dans la mesure où l'eau, elle s'est évaporée. Comme l'éponge, après, pour réhumecter un sol, c'est beaucoup plus difficile. Donc des fois, il peut être plus intelligent d'empêcher l'eau de sortir en remettant toujours ce qui s'évapore, et donc d'arroser beaucoup plus tôt, à partir d'avril,
plutôt que de dire « Ah, bah, j'attends que ça s'évapore pour arroser et faire de l'arrosage de survie. » Vous voyez? Et donc, si on essaye d'avoir cet état de ressuyage, notre sol toujours jamais sec, jamais mouillé, bon, quand il pleut trop, comme en ce moment, vous n'avez pas le choix, mais, et de maintenir ça, ça peut être très intéressant. Et ça vous demande quoi? De regarder, de réfléchir, et après de trouver des subtilités. Est-ce qu'il y a un fossé à côté? Il y en a qui ont des étangs pas très loin de chez eux, j'ai un pote qui fait ça, et lui, il regarde le niveau dans l'étang. Et avec le temps, il a réussi à comprendre le lien entre le niveau de l'eau dans l'étang et l'état de l'eau dans son sol. Mais ça demande du temps, mais et il ne l'a pas théorisé, il a juste capté. Il l'a capté, c'est ça. Maintenant, je vais finir par un petit truc. On va retourner à Eschwiller. Alors, juste pour vous donner un petit truc pratique, vous vous rappelez que là, on avait deux types de sols très différents. Et bien là, moi, grossièrement, si un monsieur très très riche, ça lui appartient, et il a la flemme de cultiver, il dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Débrouille-toi. Ben, je sais que je vais avoir deux types d'agriculture différentes entre le fond de vallée et le coteau. Et je sais que, comme ici, c'est plutôt froid, humide, c'est l'eau qui gère beaucoup, ben, je sais qu'ici, je vais devoir avoir une agriculture qui est orientée vers le sol, parce que je dois évacuer l'eau du sol, je dois l'empêcher de s'agglomérer sous l'effet de l'eau qui reste. Et donc, en fait, tout mon rôle ici, ça va être d'avoir une agriculture vers le sol. Je sais que la matière, elle s'accumule trop, qu'elle a tendance à ne pas réussir à se décomposer, donc je vais faire gaffe de ne pas trop mettre de matière qui se décompose mal. Vous voyez, je vais avoir une agriculture orientée sur le sol. Et normalement, si je gère bien mon sol, comme il est riche parce qu'il reçoit tout de partout et qu'il est d'une structure assez bien, et que j'arrive à lui apporter de la chaleur en mettant des bâches ou j'essaie de compenser la froideur de la chose, et ben normalement ça va être un sol, la plante, j'ai pas besoin de m'en soucier, il va la gérer. Parce qu'il a tout ce qu'il faut, ses protagonistes, ses problèmes, son histoire, elle est liée à d'autres choses. Par contre, ici, je sais que le sol, bah, tout ce qu'il y a de bien, ça a tendance à se barrer là, qu'il n'est pas très profond, qu'il est issu d'une roche qui est relativement, entre guillemets, pauvre, même si ça ne veut pas dire grand-chose, qui n'a pas de calcaire. Donc là, je sais que je vais avoir une agriculture orientée plus vers la plante. Parce que je sais que le sol, il n'a pas beaucoup à donner, mais par contre, son avantage, c'est qu'il le donne vite, je vous avais dit. Parce que le sol, il garde rien, il est sableux, il enlève tout par là, tout par là. Et par contre, quand vous lui donnez quelque chose, c'est tout de suite disponible pour la plante. Voyez? Donc là, je sais que moi, mon rôle, ça va être d'être plus attentif à la plante, de peut-être fractionner, si j'apporte un peu de nourriture, de fractionner, de l'apporter au bon moment et de jouer plus à prendre soin de la plante que de prendre soin, entre guillemets, du sol. Alors que là, ça va être rendre disponible tout ce qu'il y a dans le sol. Ça va? Vous voyez un peu l'idée? Et vous voyez, c'est deux types d'agriculture différentes. Et si on retourne après, bon là, je ne vais pas remettre la photo, je vais mettre la diapo de fin. Si on retourne après en Dordogne, là-bas, le climat très sec et très chaud fait que en bas, il fait plutôt froid. En haut, il fait plutôt chaud. Donc en haut, on va pouvoir faire par exemple des cultures primeurs. Donc des cultures qui ont de début de printemps. Et en bas, on va mettre des choux qui sont pour l'automne. Parce qu'en Dordogne, si vous mettez des choux là-haut, il fait tellement chaud. Vous avez vu le sol que c'est. Il y a plus de cailloux que de terre par endroit. Et bien les choux là-dedans, ils vont cramer, ils ne vont pas réussir. Ils ont besoin de frais, d'ombre, etc. Donc on va plutôt les mettre en bas. Vous voyez? Mais ça, c'est parce que là-bas, il y a un climat un peu sec, un peu chaud, qu'on n'a pas chez nous. Chez nous, le climat est plus tempéré, donc on ne va pas avoir la même disposition de l'espace, vous voyez? Et tout ça, c'est juste en réfléchissant, et ça, c'est mes interprétations à moi, mais en fait, il y en a des milliers possibles. Ça va? Ça va. Voilà, bah en gros, c'était tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, parler. Donc là, si vous voulez, on peut ramener les échantillons là, on peut faire un peu le test avec l'acide et regarder. Pour établir le diagnostic, ouais. C'est-à-dire que tu fais des carottages. Ah pardon, j'avais pas compris la question. Excuse-moi. Oui, tu fais un trou. Alors, une bêche, on fait un carré, on sort. Ce qui est bien, c'est qu'on arrive à sortir une portion de terre en entière et de la poser comme ça sur la table. Ensuite, on essaye de prendre une portion de terre et on la pose dans le sens où elle est. On essaye de mettre le caillou en dessous et on l'a. Et donc, du coup, on voit bien les différences de couleurs, etc. Ça, c'est la manière la plus facile pour l'analyse. Après, moi, comment je fais? Parce que souvent, j'ai pas le temps de faire ça. C'est de prendre. J'ai une tarière, donc j'ai une sorte de vis que je tourne, et ça me sort des petits bouts de terre, voilà, des carottes de terre. Et donc moi, ça, je le prends et je le mets sur une planche et je fais la même chose, mais du coup, c'est moins large. Mais comme j'ai l'habitude,
j'en fais plusieurs à plusieurs endroits et j'arrive à les retracer. Mais le mieux, c'est de faire comme la coupe qu'on avait vue, c'est de faire une coupe du sol et d'essayer de la prendre, de la sortir et de la regarder. Comme Tu proposes d'aller faire des trous dans mon jardin. Ah, mais je propose pas, je vous conseille. Il faut le faire. J'aime pas dire ça, mais là, il faut le faire. Il faut faire des trous dans le sol, il faut regarder. Et par exemple, je vais juste finir avec ça. Et là, je le dis tout le temps, donc maintenant, tout le monde le connaît par cœur, ceux qui me connaissent, mais quand vous voulez voir si votre sol il est mouillé ou pas et essayer d'en tirer quelque chose, vous faites un trou dans votre sol. Et donc, si votre sol, vous prenez un truc, vous essayez de prendre un échantillon de sol, ou alors vous le regardez à l'intérieur, vous faites un trou et vous regardez sur ce qui vous intéresse, 30 cm, on va dire. Vous imaginez que vos plantes, elles vont sur 30 cm. Et vous regardez sur 30 cm et votre sol, il est mouillé en haut et sec en bas. Et vous, ce que vous vous demandez, c'est est-ce que j'arrose bien, assez, pas assez? Et au lieu de faire combien d'eau, tomate, Google, s'il te plaît, vous regardez. Donc si c'est mouillé en haut et sec en bas, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Normalement, je vous laisse chercher par vous-même, mais là, je vais le dire. C'est que vous avez apporté pas assez de quantité d'eau. On imagine qu'on est en été. C'est-à-dire que la quantité d'eau que vous avez amenée, elle est descendue jusque-là, mais elle n'a pas réussi à descendre plus loin. Donc là, une des réponses possibles, ça peut être ok, je peux arroser peut-être moins souvent parce que c'est bien mouillé en haut, mais plus de quantité. Donc au lieu de mettre un arrosoir, je vais mettre 2 arrosoirs. Vous faites le test, vous recreusez, vous regardez, est-ce que l'eau a réussi à descendre ou pas. Vous voyez, ça c'est une manière, mais pour ça vous êtes obligé de faire un trou. Vous ne pouvez pas le savoir autrement. Et l'autre manière, ça va être, si c'est inversé, on est toujours en été, c'est mouillé en bas et sec en haut. Et bien là, c'est l'inverse, ça veut dire que vous avez apporté une grande quantité d'eau qui était suffisante à mouiller tout ce que vous voulez mouiller, ça c'est à vous de décider jusqu'où vous voulez mouiller, mais que comme on est en été qui fait chaud, ça s'évapore, mais que comme forcément ce qui est en bas met plus de temps à s'évaporer parce qu'il y a plus de résistance à la pesanteur et tout ça, et bien du coup, ça s'est évaporé, donc il faut peut-être que vous arrosiez plus fréquemment pour juste remouiller la pellicule, donc faire un gros arrosage et après arroser juste un peu pour limiter cet effet d'évaporation, vous voyez. Et ça, c'est que en faisant des trous que vous pouvez le faire. Et donc, oui, moi, je vous encourage à faire des trous. Et si vous devenez un peu maniaque comme moi, vous allez faire des trous partout après. Moi, j'ai des sacs remplis. Ben là, il y en a plein, regardez. D'échantillons, voilà. Ça, c'est en Dordogne, c'est un versant nord. Ça, c'est un versant sud. Là, si vous voulez regarder, je les pose tous là, comme ça. Ça... c'est aussi un versant nord, mais dans la forêt. Ça, c'est le fond de vallée que j'ai mis dans le pot. Vous voyez, et donc ça, c'est... Et on voit que des trucs différents, et voilà. Il n'y a pas d'eau. Hein? Il n'y a pas d'eau. Non, pas très d'eau. De la saleté, c'est tout ce que j'ai trouvé. Si vous voulez faire un test, un jour, vous mettez une bâche, vous faites un trou, vous mettez la bâche dedans, vous remplissez ça d'eau, et vous foutez un peu de terre dedans, comme ça. Ça va être rempli de vers de terre. Est-ce que cette bâche, avec de l'eau dedans et de la terre, c'est un bon sol? Vous voyez? C'est idiot. C'est juste parce que le ver de terre, il va dire ah, de l'humidité, du sable, et de la matière, et de l'eau qui stagne, je vais aller dedans. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc si vous avez du ver de terre, ça veut dire qu'il y a ce qu'il mange, il y a du sable pour son système digestif, et bon voilà, en gros, et il ne fait pas trop chaud, et, enfin, il y a son écosystème. Par contre, si vous êtes dans un endroit où ce n'est pas son écosystème, eh ben c'est louche. Et au Canada, dans certaines régions, ils ont importé des vers de terre parce qu'ils croyaient que c'était bien. Et maintenant, ça fait d'autres dégâts. Mais ils ont le trou. C'est que l'écosystème qu'il y avait là-bas, qui n'avait pas de vers de terre, il est bouleversé d'une certaine façon. Et pourquoi il n'y avait pas dans certaines régions pas de vers de terre? Parce que c'est des sols argileux et il n'y a pas de sable. Et le ver de terre, il a besoin de sable pour abraser parce qu'il n'a pas de système digestif et il digère des choses que même les vaches, personne ne peut digérer. Et donc, en fait, il fait machine à laver avec le sable dans son estomac. Et après, quand ça ressort derrière, pour pas que ça lui déchire, parce que le sable, sinon ça ferait mal, et ben du coup, il l'enrobe et c'est ça qui fait les petits turicules de vers de terre. Vous voyez? Mais donc vous, dans votre truc, vous regardez l'histoire de votre sol, vous regardez votre climat, votre contexte, est-ce que vous êtes au nord, au sud, votre sol, quelle est son histoire, quel est son truc, vous regardez ça, vous faites votre tableau à vous avec vos mots, avec vos trucs. Cette analyse, elle évoluera au fur et à mesure, vous le connaîtrez de mieux en mieux. Et après, vous regardez vos vers de terre, vous vous rappelez de quoi il a besoin et vous regardez si ça match ou pas. Si c'est normal, il n'y a pas de truc. Si c'est pas censé être son écosystème, c'est que quelque chose fait qu'il est là. Et souvent, très 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 souvent, c'est que vous mettez beaucoup de matière organique. Souvent ça. Et donc après, la question c'est, est-ce que cette pratique
est censé dans ce que je cherche à faire. Et là, c'est là où ça devient... Et tout ce que moi, j'essaye de vous faire ressentir, c'est que quand vous faites quelque chose, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes libre et il n'y a pas de bien de mal, donc tout peut être bien ou mal, sensé ou pas sensé. Je ne critique pas avoir des vers de terre ou mettre de la paille, ça peut être très sensé et ça peut amener à des très bonnes choses. De même que labourer, ça peut être très bien aussi. Et chacun fait comme il veut, chacun est libre. Et comme chacun est libre, et ben du coup, vous avez... La seule responsabilité que vous avez, c'est de savoir pourquoi vous êtes en train de faire ce que vous faites. C'est tout. Si vous faites un truc, ça peut être mettre de la paille, labourer, mettre du fumier ou arroser, mais que vous ne savez pas pourquoi vous êtes en train de faire ça, vous vous arrêtez et dites, mais en fait, pourquoi je fais ça? Si vous dites, c'est pour nourrir la terre, c'est que vous ne savez pas pourquoi vous faites ça, parce que ça ne veut rien dire. Et donc, il faut que vous creusiez jusqu'à que vous sachiez. Et si vous ne savez pas, il vaut mieux rien faire. Et on avait un stagiaire qui était passé à la ferme et il s'est installé. Alors lui, il était pareil, il était à fond. Il avait, en plus, comme il s'installe, il avait peur de rater et de ne pas gagner d'argent. Donc c'est un stress fou. Et il dit, oui, moi je pars d'une prairie naturelle, je vais la retourner pour planter des légumes. Qu'est-ce que je mets dans mon sol? Qu'est-ce que je mets dans mon sol? Je dis, bah déjà, tu vas apprendre à connaître ton sol et tout. Et je dis, et les premières années, tu mets rien. Juste pour voir. Est-ce que ton sol, il va te dire il manque quelque chose ou pas? Et j'ai dit, en plus, comme tu pars d'une prairie, il y a peu de chances qu'il n'y ait rien du tout dedans. Donc, normalement, tu pars d'une base à peu près, ça va aller. J'ai dit, par contre, si tes plantes, elles sont toutes tes plantes violettes, elles ont les feuilles violettes, c'est que peut-être il y a un élément du phosphore ou quoi. Mais alors là, tu vas chercher, tu vas savoir ce que tu cherches. Tu vas chercher pourquoi mes feuilles sont violettes. Et là, tu peux aller dans les bouquins et regarder les feuilles violettes et comparer. Parce que tu sais ce que tu cherches. Tu vois. Et donc, il a rien mis. Ça a poussé super bien. Il a fait une super année. Il était super content. Et voilà. Mais par contre, il a appris à connaître son sol. Il sait de quoi il part. Et il sait, voilà, ok. Et il a vu de quoi il est parti. Donc là, maintenant, cette année, il a vu qu'en labourant, comparé à l'année dernière, il a déjà perdu un peu de couleur brune. Donc, il sait qu'il a déjà perdu un peu de fer, un peu de matière organique. Et donc, du coup, il réfléchit. Il dit, je vais rajouter de la matière organique, mais je ne vais pas trop en mettre non plus. Quel type de matière organique je vais mettre? Et ça, ce sera le 4e module. Mais ça va? Et si pour un aménagement, bon là c'est plutôt de la décoration, par exemple là je suis dans ce cas-là, je vais enlever des souches avec des arbres, donc je vais automatiquement devoir ramener de la terre végétale. Ouais. Et donc à ce moment-là, est-ce que je peux, comment je fais pour savoir que contient cette terre végétale? Encore une fois, attendre et carotter ou pour voir ce que je peux replanter? Oui, parce que là, vous pouvez... Normalement, celui qui vous vend la terre végétale, il peut à peu près vous dire où il l'a pris, combien il y a de sable, combien il y a de toutes ces choses-là. Mais comme ça va être de la terre rajoutée, au final, ça ne va pas avoir de sens tant que ce n'est pas incorporé dans votre écosystème. Oui. Donc là, en fait, oui, il faut le mettre et puis patienter un peu et essayer de voir comment ça évolue. Et dans ce genre de contexte, il faut faire assez attention à ce que ça ne soit pas complètement séparé. Faire un fossé, mettre que la terre ramenée ou et que quand ça évolue, c'est-à-dire que dans 3 ans, ce ne soit pas resté pareil avec où vous voyez bien la démarcation entre votre sol et le sol que vous avez rajouté. Parce que là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction et donc votre sol n'arrive pas à... C'est comme si vous mettiez une greffe qui ne marche pas, vous voyez. Donc ce qu'il faut être vigilant, c'est de voir qu'il est bien en train de devenir un sol. Parce qu'il va être soumis aux mêmes agents que votre sol. Donc du coup, c'est de voir est-ce qu'il évolue pareil ou pas. Et s'il fait une rupture avec votre sol, peut-être qu'il faudra mettre en place juste à cet endroit des pratiques pour le pousser vers ce que vous voulez. Ça peut être mettre plus d'eau à cet endroit, ça peut être mettre plus de matière, ça peut être plein de choses. Mais là, il faut voir. Et par exemple, aussi un autre truc, avec les luvisols, ça souvent, vous voyez, là il y a la démarcation, mais qui est d'origine naturelle, qui est liée au lessivage. Et par exemple, dans ce type de sol, il y a un truc qui est hyper important, c'est que comme il y a une ligne de démarcation, mais que quand il y a assez d'humidité, ça communique, il faut faire super gaffe parce que ici vous avez plus d'argile, ici vous en avez moins puisqu'on a dit qu'il s'est accumulé au fond. Et en fait, si ce sol il sèche, l'argile il fait comme l'éponge, il se rétracte. Et en fait là, vous avez un truc où les deux ne communiquent plus. Et comme vos plantes elles sont là, elles ne peuvent plus aller là. Donc ça, ce qui est impératif, c'est que dans ce type-là de sol en agriculture, c'est qu'ici, il ne faut jamais le laisser sécher. Parce que c'est l'éponge qui est au fond. Et donc, si vous le laissez sécher, il va se fermer et il ne sera plus en communication. Alors, selon la taille de terre que vous avez là, ce n'est pas dramatique, parce que les plantes vont se débrouiller. Mais pour tirer bénéfice de ça, il faut que ça rende à ça.
Et comme l'argile, c'est comme une éponge, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau pour qu'il en donne un petit peu. Il faut qu'il y ait beaucoup de minéraux pour qu'il en donne un petit peu. Vous voyez? Et donc, quand on observe un type de sol comme ça, on sait que, attention, celui-là, il ne faut pas qu'il se ferme. Vous voyez? Et en fait, c'est qu'en observant que vous pouvez comprendre des choses comme ça. Et si vous avez un doute, vous le laissez sécher, et vous l'observerez très bien, et vous verrez que les plantes, elles vont faire des racines un peu... elles vont faire comme ça va être plat, et vous verrez très vite que là, ça va être plus compact, que vous aurez moins de trous de racines, moins de trous de vers de terre, etc. Vous voyez? Et ça, c'est qu'en le regardant qu'on peut le comprendre. Parce que si on fait juste un trou là, qu'on prend et qu'on regarde, bah c'est super, c'est bien et tout, mais comment on peut deviner qu'en bas c'est comme ça, et que du coup, il est en train de se passer ce phénomène qui est quand même pas anodin. Et donc là, ici, le principal souci de ce sol, ça va être gérer l'eau, puisque c'est un sol qui est engorgé en eau. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, ça dépend de ce qu'on va vouloir faire. Est-ce qu'on va essayer de limiter le lessivage? Est-ce qu'on va essayer de réhomogénéiser en travaillant le sol? Là, c'est pareil, il y a plein de choses possibles en fonction de ce que nous, on veut faire. Est-ce qu'on va mettre des fossés? Est-ce qu'on va mettre des billons? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on va faire des tranchées à côté de nos légumes pour évacuer l'eau ou pas? Est-ce qu'on cherche à faire des cultures plus humides? Et du coup, on va essayer d'augmenter ça. Et comme on sait que ça a été lessivé, on va dire bah, qu'est-ce qui est le plus soluble? Le calcaire, l'azote, ça vous le trouvez, qu'est-ce qui est soluble? Et donc, on va vérifier s'il y a du calcaire avec l'acide, s'il n'y a plus de calcaire, c'est qu'il est parti. Et donc, on va dire, ah bah peut-être qu'il faut que j'en apporte un peu. Ça, on verra, c'est le chaulage, c'est ce qu'on verra au 4e module. Et voilà, vous voyez? Mais ça, c'est qu'en observant. Et donc, c'est ce que je voulais rendre sensible. Et vous pouvez comprendre à votre façon. C'est pour ça que les concepts argile ne sont pas importants. Parce que vous savez, s'il pleut beaucoup, que votre sol il est collant quand il pleut beaucoup et que quand il est sec, eh ben, il est difficile à remouiller. En fait, c'est que vous avez de grandes chances d'avoir de l'argile. Mais par contre, vous, ça vous donne des infos techniques. À savoir, ah bah quand il sèche, mon sol, il met longtemps à remouiller. Donc, je vais essayer de ne pas le laisser sécher. Alors qu'il y a des sols comme le nôtre, il n'est pas comme ça. Vous voyez? Alors que si vous dites, j'ai un sol argileux, qu'est-ce que vous allez faire? Après, vous allez regarder comment cultiver un sol argileux. Et il y a des gens qui vont vous dire, ah, c'est bien un sol argileux, il faut mettre ça. Et ça n'a pas de sens, quoi. Vous voyez? Voilà, bah merci pour tout. Et puis du coup, le prochain module, c'est les plantes. Et après, c'est comment est-ce qu'on fait tout ça? Il y aura des études de cas. Et puis, quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour jouer avec tout ça? Merci de votre attention. Vous avez été vachement cool. Vous pouvez ramener des choses.